Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans la santé en mouvement, l'émission pour prendre soin de vous au quotidien. Et aujourd'hui, en ce mois d'octobre et plus précisément d'octobre rose, nous allons aborder un sujet qui touche encore une femme sur 8 et qui, dans 80% des cas, peut connaître une issue très positive. Il s'agit du cancer du sein. Alors ensemble, nous allons explorer les technologies et avancées médicales qui offrent aujourd'hui de très belles perspectives. Comment diagnostiquer le cancer du sein? Pourquoi, au-delà des traitements, le dépistage reste la meilleure des médecines et comment accompagner les femmes dans leur parcours de soins et de guérison. C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. La santé en mouvement, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, nous avons le plaisir de recevoir un homme dont la lourde tâche est d'annoncer aux femmes un diagnostic parfois positif, mais aussi parfois négatif. Julien, bonjour, vous êtes radiologue au centre d'imagerie Manin-Crimée. Julien, en 2023, on comptait environ 60 000 nouveaux cas de cancer du sein. Ce chiffre aurait-il pu être moindre avec davantage d'informations et des femmes mais aussi bien des hommes ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, il faut déjà rappeler que le cancer du sein, c'est le premier cancer féminin, que ça concerne une femme sur 8. L'âge médian, c'est à peu près 64 ans pour le dépistage. Et par contre, il y a moins de 1% des cancers qui concernent les hommes. Donc ce qui est important, c'est vraiment la prévention, d'accord, et c'est pour ça qu'il y a un dépistage national qui est réalisé pour faire des mammographies tous les 2 ans chez toutes les femmes entre 50 ans et 74 ans. Par contre, au niveau national, pour l'instant, c'est vrai que le taux de participation n'est pas encore assez élevé, c'est environ 50%. On va en parler, on va vraiment exactement, insister avec sur des ce grandes point. disparités entre les régions. Alors Julien, les premiers signes ou symptômes qui devraient alerter avant même d'aller chez son praticien, quels sont-ils ? Ce qui est très important déjà, c'est de faire l'autopalpation, d'accord ? Ça, on n'en parle jamais assez, mais c'est quelque chose qui est primordial. Donc, on va dire des choses assez simples. Tout d'abord, quand on arrive à palper une grosseur. Ensuite, quand il y a une modification de la peau, c'est-à-dire est-ce qu'on a une rougeur, est-ce qu'il y a aussi ce qu'on appelle un aspect de peau d'orange, le mamelon qui peut se modifier, et également des écoulements au niveau des mamelons qui peuvent être inhabituels. Moi, j'ai tendance à dire aux patientes qui me disent non mais en fait je fais pas l'autopalpation, je ne comprends rien. Je leur fais en fait le but c'est pas forcément de comprendre, c'est de se connaître, d'accord ? Donc la mémoire des doigts, un peu comme les musiciens, où en fait à force de se palper, on va finir par se connaître et donc se dire ah ben en fait ça n'était pas le mois précédent, il y a quelque chose qui est nouveau. Alors, on reçoit à partir de 50 ans de la part du gouvernement une incitation à aller faire des dépistages, mais est-ce qu'on peut commencer avant ? Est-ce que ça vaut la peine de commencer avant ? Alors en fait, il y a différentes choses à avoir en tête, c'est-à-dire que la patiente, on va dire madame tout le monde, qui n'a pas de facteur de risque, ce qui est préconisé, c'est de commencer à l'âge de 50 ans. D'accord. Après, il va y avoir d'autres patientes qui vont avoir des facteurs de risque, mais ça va être des choses qui vont être identifiées. C'est-à-dire des patientes qui ont eu des cancers du sein très jeunes dans leur famille, où là, va y avoir un dépistage qui va être commencé beaucoup plus tôt. Et évidemment, ce qu'il faut vraiment rappeler, c'est que dès qu'on a une anomalie clinique qu'on trouve, on va directement chez son médecin, chez son gynéco. Faut pas hésiter. On y va et on lance le dépistage avec la réalisation d'examens. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de l'âge de 25 ans, toute femme doit bénéficier d'un examen clinique mammaire tous les ans, qui est facteur de risque ou pas. C'est important de le rappeler, Julien. Alors, on le disait en introduction, vous êtes celui qui annonce aux femmes le diagnostic après avoir analysé les radios. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous à cet instant ? Alors c'est vrai qu'en fait, nous, en tant que radiologues libéraux, on voit 80% des dépistages. Donc on est vraiment le premier contact avec la patiente une fois qu'elle a reçu son invitation de la CPAM. La patiente reçoit son invitation, elle arrive chez nous. Faut rappeler que c'est de la santé publique qui a besoin d'avoir des examens qui soient simples, des explications qui soient claires. En fait, la patiente, quand elle arrive chez nous, elle va bien, d'accord ? Elle n'a pas de soucis de santé et elle se dit, bah mince, on m'a invité, ça se trouve, elle va me trouver un cancer. C'est très angoissant pour elle, en fait. Elle se dit, bon, j'ai pas de symptômes, je vais y aller, peut-être qu'on va m'annoncer quelque chose de mauvais. Donc nous, le but, c'est vraiment de rassurer la patiente. Et dès qu'elle arrive, qu'elle a fait sa mammo, moi, ce que je dis, c'est, vous inquiétez pas, il n'y a rien sur la mammo. Tout va bien, d'accord ? Le but, c'est vraiment de la rassurer, répondre à toutes ses angoisses, ses questions pour qu'elle revienne 2 ans plus tard, continuer à faire son dépistage. Parce qu'une patiente chez qui ça se passe mal dès le début, elle ne reviendra pas, elle va sortir du circuit de soins. En plus, il semble, et on l'évoquera en deuxième partie d'émission, mais que c'est un examen qui n'est plus du tout douloureux comme on avait peut-être l'habitude de le dire il y a quelques années. Les choses ont radicalement évolué et les machines maintenant sont presque confortables. C'est bien ça ? Effectivement, oui, il y a eu des vraies avancées techniques qui ont été faites dessus. C'est vrai qu'initialement, les patientes me disaient « Oh là là, qu'est-ce que ça fait mal, je vais pas revenir ».
venir. Et là, c'est vrai que tous les constructeurs ont vraiment travaillé là-dessus. En fait, la mammographie, c'est une radiographie des seins qui permet de dépister les anomalies. Donc, il y a une plaque sur laquelle on pose le sein et une deuxième plaque vient comprimer le sein. C'est vraiment la partie sur la compression qui est désagréable pour la patiente. Et maintenant, il y a vraiment les constructeurs qui ont travaillé dessus, où ils ont préparé par exemple une petite télécommande qui permet à la patiente de participer au geste. Donc elle fait vraiment partie de la mammographie, où elle peut augmenter ou diminuer la compression en fonction de sa sensibilité. Un chiffre positif quand même, c'est qu'on peut quand même à hauteur de 80% guérir le cancer du sein. Exactement. Quand le cancer du sein est pris tôt, on considère qu'il y a à peu près 9 patientes sur 10 qui vont être guéries et un taux de survie à 5 ans qui va être estimé à 88%, ce qui est vraiment quelque chose d'énorme. Et également, il faut rappeler que le dépistage du cancer du sein, il y a des études qui l'ont montré, c'est l'Institut de veille sanitaire, ça a permis de diminuer la mortalité du cancer du sein de 21%. En termes de traitement, il y a des avancées un peu révolutionnaires dont vous aimeriez nous parler, peut-être des vrais espoirs? Alors, il y a beaucoup d'espoir en fait. Maintenant, les traitements ont beaucoup avancé. Faut bien imaginer que chaque cancer du sein est différent pour chaque patiente, d'accord? Donc, il va y avoir des analyses qui vont être faites sur chaque cancer en fonction du type de cellules, les récepteurs hormonaux, etc. Et donc, après, il va y avoir un traitement qui va être personnalisé. C'est-à-dire que chaque patiente ne va pas avoir le même traitement. C'est vraiment quelque chose qui va être ciblé pour être adapté au mieux à la pathologie de la patiente. Et vraiment, j'ai envie de dire, c'est un peu à la carte en fait. Elle va avoir des traitements complètement différents avec maintenant une meilleure tolérance et des meilleurs résultats. Un message à toutes les femmes qui nous écoutent, qu'elles aient plus, moins de 50 ans, c'est vraiment important. Je sais ce que vous allez dire, mais répétons-le. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que plus c'est pris tôt, plus la lésion va être petite, moins va y avoir d'envahissement ganglionnaire, plus le traitement va être simple, plus le taux de guérison va être élevé. C'est vraiment ça, il faut le prendre le plus tôt possible, donc il faut se faire dépister avant déjà qu'il y ait des signes cliniques. Donc dès la semaine prochaine, chez un gynécologue, chez un médecin généraliste, le parcours de soins, juste pour être très concret, on prend rendez-vous chez qui ? Alors, ce que je dis aux patientes, c'est dès qu'elles reçoivent l'invitation, l'assurance maladie, elles le collent sur le frigo pour ne pas l'oublier et elles prennent rendez-vous ensuite. Ou alors, parfois ça peut arriver, elles oublient, elles demandent à leur gynéco, leur médecin traitant. Et je passe un petit message. Samedi 19 octobre, dans le 19e arrondissement, on va faire un village santé pour toutes les patientes qui n'osent pas sauter le pas, qui ont peur de la mammo. Elles viennent à notre rencontre, on va leur expliquer comment ça se passe, on peut leur montrer les machines, on peut également leur montrer l'autopalpation. Donc venez nous voir nombreuses, faut pas hésiter. Julien vous accueillera bien volontiers et avec beaucoup de bienveillance. Je rappelle que vous êtes radiologue au centre d'imagerie Manin-Crimée. Julien Lambron, merci beaucoup. Alors, on le sait et on l'imagine, le parcours de soins et de reconstruction mammaire suscite beaucoup de questions que les patientes n'osent pas forcément poser ou alors que les praticiens n'ont pas forcément le temps d'aborder en consultation. Et avec notre deuxième invité, nous allons découvrir un site en ligne qui permet d'accompagner toutes les femmes et de répondre à leurs interrogations les plus intimes. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Maryse Carrère. Maryse, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet d'une plateforme qui vise à accompagner la reconstruction mammaire au sein de la Haute Autorité de Santé. Et vous êtes à l'origine de cette plateforme. Concrètement, expliquez-nous déjà ce qui a motivé la réalisation de cet outil en ligne pour les femmes et peut-être même les hommes. Alors très concrètement, nous avons été interpellés, saisis par une association de patientes, c'est-à-dire des femmes qui avaient subi une ablation totale du sein ou des deux seins, soit en traitement du cancer, soit en prévention du cancer. Et cette association nous a saisis en disant les femmes sont mal informées, elles ne connaissent pas toutes les alternatives possibles en matière de reconstruction mammaire. Certaines ont des regrets. Et donc, faites quelque chose. La Haute Autorité de Santé, faites quelque chose pour mieux informer ces femmes et les impliquer dans la décision. Voilà, ce qui apparaissait, c'est qu'elles avaient des regrets aussi parce qu'elles étaient mal informées, mais aussi parce qu'elles ne participaient pas suffisamment à la décision. Alors concrètement, vous avez créé ce site interactif en ligne. Expliquez-nous vraiment, puisqu'on est à la radio, on ne pourra pas le voir, mais visuellement, quelles sont les étapes et que peut-on y découvrir ? Alors, ce sont des pages internet sur le site de la HAS, tout simplement. C'est d'un accès extrêmement intuitif et gratuit, bien évidemment. Ce sont des informations qui sont mises à disposition des femmes pour participer plus activement au choix de leur reconstruction ou au choix de rester le buste plat, qui est une option à part entière. Donc c'est très simple. Elles ont 5 pages qui leur sont dédiées, des pages plus informatives, des pages qui vont davantage accompagner leurs décisions pour montrer les alternatives. Voilà, ce sont des informations que nous avons conçues
construite avec des professionnels et des patientes elles-mêmes et des femmes directement concernées, des associations. Donc ça a été une co-construction aussi en partenariat avec l'INCa. Et donc, une fois qu'on a fait ce test, qu'on a répondu à quelques questions sur ce site, j'imagine qu'on a une forme de recommandation vers quelle direction chirurgicale on doit aller. C'est comme ça que ça... Alors, il n'y a pas d'algorithme sur notre page, sur nos pages internet. Ce n'était pas l'optique du groupe de travail. Ce n'a pas été son option. C'est assez difficile à construire au sujet de la reconstruction mammaire parce qu'il n'y a pas de recommandation tout à fait stable pour établir ce type d'algorithme. Donc non, nous ne faisons pas de recommandations. Ce que nous recommandons aux femmes, c'est de s'écouter, c'est de prendre le temps de réfléchir et c'est de prendre la décision avec leur chirurgien et l'équipe qui les suit. Tout simplement. Marie, ça fait maintenant quelques mois que cette plateforme est en ligne. Le premier bilan que vous en tirez et surtout que les femmes en tirent? Alors, c'est un site qui est très apprécié. On a d'excellents retours des professionnels qui le recommandent à leurs patientes. On a beaucoup de téléchargements sur des documents d'information qui sont sur notre site. Donc, c'est très positif. Parfait, merci beaucoup Maryse Carrère. Et je rappelle, donc vous allez sur le site de la Haute Autorité de Santé et là il y a une page web qui est dédiée justement au cancer du sein et à cette plateforme. Merci beaucoup, restez avec nous, on marque une courte pause avant de découvrir les avancées technologiques révolutionnaires, notamment permises par l'intelligence artificielle dans le dépistage et dans l'élaboration de solutions contre le cancer du sein. La santé en mouvement, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir une femme de santé. Elle est engagée dans la diversité et l'inclusion. Elle est présidente du syndicat national des dispositifs médicaux, le SNITEM. Laurence Contarassus, bonjour. On est ravis de vous recevoir. On sait que vous parcourez le monde. Et merci de vous poser quelques instants chez nous. Donc avec vous, Octobre Rose, en fait, c'est toute l'année, Laurence. C'est un combat que vous ne cessez jamais de mener. Tout à fait. Vous l'avez dit, je pense que c'est super qu'on fasse cette émission au mois d'octobre. Mais Octobre Rose, c'est toute l'année. On l'a rappelé. Une femme sur deux ne se fait pas dépister. Donc je pense que nous avons tous un objectif collectif, c'est que toutes les femmes se fassent dépister. Et mon message là, c'est pas uniquement en tant que présidente donc du SNITEM, mais en tant que femme, en tant que sœur, en tant que mère, en tant qu'amie. Concrètement, Laurence, donc comme vous êtes très engagée, vous êtes vraiment la première spectatrice et même actrice de l'évolution des technologies médicales dans le diagnostic du cancer du sein. Quelles sont les évolutions majeures que vous voyez justement et qui vont être offertes à toutes ces femmes qui se font dépister? Donc elles sont très nombreuses et souvent on pense à l'innovation technologique et le docteur Landron, merci de l'avoir rappelé, il y a eu énormément d'innovations et quand on fait maintenant une mammographie, ça n'a plus rien à voir. On peut en effet gérer sa propre pression, ça change tout. Ma société par exemple a développé ce produit en partenariat avec des patientes parce qu'en effet quand on est médecin, c'est une chose, mais quand on est patiente, on ressent ce que ça peut faire. Mais on va aussi avoir tout ce qui est innovation, ce qu'on appelle organisationnel, le parcours. Faire sa mammographie, c'est évidemment très important. Il y a l'annonce, comme vous l'avez dit, et puis après, il y a le traitement. Et j'allais dire, ne pas attendre trop longtemps pour pouvoir le vivre le mieux possible, c'est extrêmement important. Et puis après, il va y avoir tout ce qui va accompagner cette innovation technologique. Tout ce qui va tourner autour du numérique, par exemple, de l'intelligence artificielle. Alors on va en parler, tout à fait. Et là aussi, il ne faut pas que ça fasse peur. C'est comment est-ce que, on va donner encore plus de chances aux patientes et aux médecins d'avoir un super assistant. Complètement. Alors, dites-nous, dans une machine qui fait une mammographie, concrètement, comment l'intelligence artificielle va pouvoir accompagner le radiologue à détecter, à lire les images et à avoir quelque part une consultation augmentée, j'aimerais dire? Ouais. Alors déjà, je voudrais rappeler, ne pas avoir peur. Voilà, ça reste le médecin évidemment qui va, j'allais dire, annoncer comme on l'a dit, mais aussi faire le choix. Donc cette intelligence artificielle, elle va surtout permettre, peut-être de passer à côté de quelque chose que le médecin n'aurait pas vu, de l'interroger, de lui donner un deuxième avis en fait, mais ça ne va pas prendre la décision à la place du médecin. Donc vous n'aurez jamais une mammographie où l'intelligence artificielle va décider seule. C'est soit un conseil, soit un deuxième avis, mais le choix reste celui du médecin. Alors pour être très visuel et concret, donc ça veut dire qu'un radiologue dans sa cabine va voir une image de sein suite à la mammographie, et là l'intelligence artificielle va lui pointer quelque part des petites zones de danger, c'est ça? Voilà, ça va lui entourer des petites zones en fait, ce qui va lui permettre d'attirer son attention et d'aller plus loin, voire même de lui donner en fait une option, une idée, mais ça va être lui qui va
prendre cette décision finale. Alors, on ne le dira jamais assez, hein, mais bon, le dépistage est essentiel, mais au-delà des avancées technologiques, j'aimerais que vous nous partagiez des initiatives qui sont vraiment impératives pour améliorer le taux de dépistage et la guérison du cancer du sein. On l'a dit, hein, et là, il y avait un congrès de radiologie auquel nous étions nombreux à participer. Ça fait 20 ans, en fait, qu'on fait de la prévention, et malgré ces 20 ans, il n'y a toujours qu'une femme sur 2 qui se fait dépister. Donc, il y a énormément d'initiatives. Il y a certaines sociétés qui vont aller à la rencontre, en fait, de patientes dans des lieux où peut-être les femmes n'iraient pas se faire dépister, avec des machines embarquées, toujours avec des médecins. Il y en a d'autres qui vont faire le choix, en fait, d'informer des patients, toujours aussi dans des lieux où les patientes n'iraient pas. Donc ça, c'est aussi d'autres solutions. Comme on l'a vu, il va y avoir aussi des sites. Je pense qu'on sera jamais assez nombreux, on n'aura jamais assez d'opportunités tant que nous n'aurons pas 100% des femmes qui se font dépister. Donc c'est vraiment un travail commun de l'ensemble des industriels, de l'ensemble des médecins. On l'a vu aussi de l'HAS, et on doit vraiment tous aller dans ce sens pour que Octobre Rose ce soit toute l'année. Et je pense qu'on a tous aussi une responsabilité sociale quand on discute avec des femmes ou avec des aidants aussi. Ça peut être avec un mari aussi, ça peut être avec un père, une mère, en fait. Dire non, si ta femme n'a jamais fait de dépistage, s'il te plaît, explique-lui, il faut qu'elle y aille, en fait, pour elle, pour vous. Sans lire dans une boule de cristal, mais dans les 10 prochaines années, qu'est-ce que vous pouvez nous annoncer de radicalement différent dans l'évolution, la prise en charge? Alors, je pense que tout le système, j'allais dire tout l'écosystème, l'ensemble des personnes travaillent vraiment à ce qu'on appelle une médecine de précision. Donc, dépister de plus en plus tôt, parce que comme on l'a dit, plus en fait on va prendre ce potentiel cancer très tôt, plus on va augmenter les chances, et quelque part peut-être qu'on arrive à ce que 100% des femmes qui auront un cancer du sein pourront être traitées, et qu'il y en ait de moins en moins en fait qui aient un cancer important. Alors aujourd'hui on parle cancer du sein, mais c'est vrai que cette intelligence artificielle, elle génère beaucoup de données, de la data on va dire, donc ça veut dire que ça laisse des espoirs extraordinaires sur d'autres pathologies, toute cette imagerie, cette information qui est délivrée. Alors moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le dispositif médical. Quand on voit les progrès qu'on a faits, quand on voit des gens à qui un jour on a dit malheureusement vous arrêtez les traitements, et en fait ils sont toujours en vie quelques années après, oui, je pense que c'est plein d'espoir. Je pense que l'une des difficultés auxquelles on doit s'affronter sur le cancer du sein, c'est les a priori, c'est les mauvaises informations, c'est ce qu'on appelle les fake news. Il y a encore des femmes à ce jour, et il y a des études qui le démontrent, qui pensent que la mammographie peut faire éclater le cancer, par exemple. Ce n'est pas vrai. Donc, s'il vous plaît, informez-vous. Il est urgent, important d'aller faire cette mammographie pour toutes les femmes, comme vous l'avez dit, de plus de 50 ans, et toutes les femmes qui sont à risque. Peut-être pour illustrer ce que vous dites, je vais donner la parole à Julien, qui est au contact des femmes justement au quotidien. Vous utilisez l'intelligence artificielle, vous, Julien, dans l'exercice de votre métier? Oui, bien sûr. Maintenant, c'est vraiment devenu obligatoire, on va dire, en radiologie, et notamment en mammographie. Nous, c'est dans notre... C'est ce qu'on appelle le radiologue augmenté. Oui. Donc c'est vrai que nous, ça nous aide effectivement dans notre pratique quotidienne, parce que en fait on a beaucoup de dossiers à voir. C'est vraiment, on va dire, ça permet de mettre ses ceintures et bretelles. Nous, ça va nous aider au fur et à mesure dans la journée. On n'est pas toujours à 100%, ou ça peut arriver parfois qu'on passe un peu à côté. En fait, ça va nous aider vraiment à ne pas passer à côté et à attirer notre œil. Alors c'est intéressant parce qu'on entend beaucoup l'intelligence artificielle va supplanter l'homme, elle aura plus de capacités. Vous vous centrez positif et très optimiste. En fait, c'est un compagnon qui permet d'aller encore plus loin. Exactement. En fait, moi, je vois ça vraiment comme une aide, et tous mes collègues aussi. Ça permet de nous d'avoir une sécurité. Pour les patientes aussi, c'est quand même une énorme sécurité aussi. Ça nous permet de gagner du temps aussi dans les examens. Vraiment, pour moi, c'est obligatoire, et ce sera de plus en plus utilisé. Et ça veut dire que vous appelez, vous invitez la patiente, une fois que vous avez la radio sur votre écran, on va dire, à regarder ce que vous voyez, ou comment vous accompagnez cette démarche d'information? Est-ce que vous l'associez totalement à ces petites zones dont parlait Laurence sur les images pour qu'elle comprenne, ou alors vous gardez quand même une distance entre votre expertise et ce que doit savoir la patiente? Ça dépend un petit peu du type de patiente que je vais avoir en face. Il faut vraiment s'adapter à la personnalité de la patiente. Donc parfois, je sens que la patiente va avoir besoin de voir, parce que je lui dis, j'ai vu une masse, il y a quelque chose qui ne va pas.
d'elle-même façon, elle va s'approcher. Donc, je vais lui expliquer sur la mammographie, je vais lui expliquer comment ça fonctionne. Après, il y a d'autres patientes où je sens qu'il faut y aller beaucoup plus doucement. Donc, ça va être une annonce qui va être par étapes. Donc, à un moment, je lui montrerai la mammographie, mais pas dès le début. Une fois que vous faites cette annonce, Julien, psychologiquement, il y a des vies qui basculent. Comment est-ce que vous trouvez qu'il y a une évolution dans l'accompagnement, la prise en charge psychologique, on va dire, de la patiente depuis quelques années ? Ah bah bien sûr, en fait. Maintenant, il y a vraiment des parcours de soins qui sont créés. En fait, à partir du moment où la patiente est dans le cabinet, on lui dit il y a quelque chose. Nous, on a des hôpitaux, des cliniques, des médecins avec qui on travaille. Et donc, la patiente a déjà son parcours qui est prêt. C'est-à-dire qu'elle ressort de chez nous. Il y a déjà son rendez-vous qui est pris chez le gynéco, chez le chirurgien pour la suite. C'est-à-dire que la patiente, on lui dit pas bon bah madame, on a trouvé une pathologie grave, bonne journée. Non, maintenant, c'est vraiment accompagné jusqu'au bout. Parce que c'est vrai que c'est vraiment la vie bascule à un instant T. Et ces patientes-là, qui parfois sont aussi qui sont isolées, il y a besoin vraiment de les accompagner et de les prendre par la main pendant tout le parcours pour que ça se passe bien. Le mot de la fin, Laurence, votre ultime objectif réaliste avec vos multiples casquettes et expertises ? Je pense que déjà, c'est l'affaire de tous. Et notre objectif à tous, c'est que 100% des femmes se fassent dépister. Et peut-être un message, n'ayez pas peur de l'IA. Qui va monter dans une voiture qui n'a pas d'ABS ? Eh bien maintenant, on ne devrait pas faire de mammographie sans intelligence artificielle. Merci beaucoup, Laurence Contarassus, Maryse, Julien, merci. Je rappelle l'adresse web du site de la Haute Autorité de Santé. Donc c'est has-santé.fr. Vous allez sur Reconstruction Mammaire et là, vous vous laissez guider. Merci beaucoup. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez l'émission en podcast sur l'application Sud Radio et dès à présent sur YouTube. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et n'oubliez pas, le dépistage peut sauver des vies. À très bientôt.